Bonjour à tous, petite introduction en facecam pour présenter cette vidéo qui a été enregistrée lors du Vim Technical Club. C'est un événement qu'on réalise Laurent et moi pour nos partenaires compte nommé à peu près 2 fois par an. Donc je souhaite à tous une bonne vidéo et puis je vous dis à bientôt. Je vais parler de ransomware New Generation et la première chose qu'on va pouvoir se dire, c'est pourquoi nouvelle génération? Et oui, parce que ça évolue et ils vont beaucoup plus vite que nous. Ils vont plus vite que tout le monde parce que c'est leur boulot, c'est comme ça qu'ils font de l'argent, c'est en étant en avance sur tout le monde. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est pas moi, hein, j'ai lu un dernier truc, je vous invite à regarder l'article de Sophos, qui était très intéressant sur un nouveau type de sur un nouveau, ransomware, d'accord? Et donc c'était un ransomware qui était assez marrant, puisque, il fermait directement les processus qui étaient ouverts avec des accès avec des commandes WMI. Il chiffrait uniquement l'entête du fichier. Il faisait, après des chiffrements intermittents sur 16 bits, donc il chiffrait pas tout le fichier, donc ce qui fait qu'on se retrouvait pas avec, ce que vous allez voir un peu sur le marché, c'est souvent, des, softwares qui vous donnent des analyses comportementales, des choses, avec de l'IA embarquée, du coup tout ça, c'est à la poubelle parce que clairement c'est, de moins en moins détectable. Soit les nouvelles générations, donc ça, chiffre carrément en RAM et ça passe sous le radar, de la consommation CPU, ça passe sous le radar des écritures sur le disque. Il y a pas de command center, c'est-à-dire qu'il y a pas des données qui sortent. Une fois que c'est implémenté, c'est autonome et ça fait son boulot tout seul directement dans l'écosystème, et il est assez marrant parce qu'à la fin, il se délète tout seul, donc il y a plus de traces. Donc vraiment là, on est au max, et je vous invite à lire un peu l'article de Sophos qui est intéressant. Donc, nous, ce qu'on dit, moi, clairement, je suis pas expert en cybersécu, hein. Je suis pas un gars de la cybersécu, je suis un gars de la sauvegarde. Donc, je peux vous dire des bêtises. Là, c'est pas moi qui vous lis, c'est Sophos. Mais ce qui se passe, c'est que ces magnifiques ransomware, déjà, nouvelle génération, beaucoup plus difficilement détectable. Et ils font aussi de l'exfiltration de données. C'est-à-dire que la partie encryption, c'est vraiment maintenant la cerise sur le gâteau. Parce que vous l'avez vu dernièrement, je crois que c'était Thales, je crois, où vraiment il ne chiffre même plus derrière, il vous dit juste: «Je vous ai volé des données, je vais les rendre publiques et je vous fais payer, je vous fais chanter sur l'exfiltration de données». Et donc tout ça, c'est, il y a une grosse part, de sécurité qui est outre le backup. Donc nous, on a des choses, d'accord, au niveau de la sauvegarde qui est votre dernière ligne de défense pour restaurer derrière, et on va voir des trucs, et de toute façon, je ne vais pas vous parler d'immobilité et de Securestore parce qu'on en a fait plein de fois. C'est Je vais essayer de vous faire un discours un peu plus intéressant sur des trucs que j'ai vus. Mais voilà, il y a quand même vous devez, vous, en tant que provider, autant que vous êtes, additionner les briques technologiques pour pouvoir répondre à cette problématique de ransomware, et clairement, c'est pas votre logiciel de sauvegarde qui va vous détecter un ransomware sur votre prod, et ce sera pas Vim, et ce sera pas un autre concurrent, et ceux qui vous le disent, bah, il est basé sur du CPU, de la RAM, du disque que vous voulez. Je veux dire, ils installent des VNC, ils ouvrent des ports RDP, ils exfiltrent les données. Là, il n'y a rien. L'antivirus, l'antivirus, ils vont à un VNC, ils s'en foutent. Un RDP, ils s'en foutent. Voilà, faut vérifier les flux sortants. Donc c'est des IDP, c'est des. Oh, j'ai vu une presse d'un gars de cybersécurité. Ils avaient tellement de mots-clés. Ils avaient tellement de mots-clés que je les ai tous oubliés. Mais voilà, c'est vraiment un métier à part entière. Ouais. MDR, XDR, tout ça là, merci. Ça vraiment, j'ai fait cette presse m'avait fasciné c'est vraiment un monde à part. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que malheureusement ça évolue, et c'était intéressant de voir un peu cet article était intéressant. De toute façon, j'aurai les slides. Et ce que ça donne, c'était une différence entre un ransomware traditionnel et un peu c'est des maps qu'ils font au niveau des fichiers pour détecter les antivirus, comment fonctionne si jamais le fichier a été crypté. Et ben le problème, on a le fichier d'origine, on a un cryptage basique avec un truc qui s'appelle DarkSide, et le nouveau avec Logfile, bah, il n'y a pas de différence entre l'original ou quasi pas entre l'original et celui avec Logfile. Et du coup, bah, l'analyse comportementale, tout ça là, poubelle. Voilà, ça ne marche plus, donc ils sont en avance sur nous, et donc malheureusement, il y a de fortes chances qu'on soit tous confrontés en permanence. Moi, je le vois toutes les semaines, malheureusement, c'est pas vous, c'est votre client, c'est vous, c'est votre partenaire, ces trucs, ces machins. On n'y coupe pas. Donc pourquoi je vous fais peur? Non, je vous fais pas peur, mais c'est la réalité malheureusement. Je pense que vous êtes tous confrontés à ça tous les jours. Là, c'est le seul slide que je vais vous faire sur Vim, d'accord? Après, je vais parler sur des trucs plus intéressants. Donc nous, on a des outils, bon, du VBR, du Vim1, l'Orchestrator qu'on voit jamais chez les providers, et un peu de Kasten. Mais en fait, nous, on est la dernière ligne de défense au moment où il faut restaurer. C'est tout ce que vraiment il faut retenir côté Vim, et pour pouvoir être sûr de pouvoir restaurer, parce que malheureusement, bah, ça va vous arriver, vous ou votre client, d'arriver dans ces moments où vous êtes ransomware, et
ou pas, ou juste exfiltration de données. Bon, ça, malheureusement, on peut un peu rien faire pour vous, mais au moins sur la partie ransomware, chiffrement des données, trois grandes familles à avoir. Quelque chose d'immuable, voilà, il y a plein de façons de faire de l'immuabilité, j'ai fait plein de threads là-dessus, et je vous invite à regarder sur le blog, j'avais toute une vidéo de sécu sur quelles sont toutes les technos d'immuabilité qu'on a, du Linux, du S3, du Cloud Connect Backup, de la tape, ce que vous voulez. Vérifiez vos sauvegardes, parce qu'au moment où vous êtes ransomware, si en plus vous avez une corruption de stockage avec votre carte RAID et que vous n'arrivez pas à restaurer, vous avez un ransomware sur votre prod et vous détectez au moment où vous avez enfin besoin de restaurer, ça fait 2 ans que vous n'avez pas restauré, et juste quand vous avez besoin, bah, vous avez une corruption matérielle, parce que malheureusement, c'est des disques mécaniques. Et les disques mécaniques et les cartes RAID, bah, potentiel, potentiel problématique au niveau matériel. Donc testez vos restaurations, d'accord, sur backup, tout ça, et ayez forcément du 3-2-1, 1, 0, ce que vous voulez, mais au moins 3-2-1, c'est 3 copies, un site sur 2 supports différents, dont externalisé. Faites ça, et au moins vous serez sûr de pouvoir restaurer au moment où vous aurez un problème avec le ransomware. D'accord. Et ensuite, la partie recovery, bah, c'est bien de pouvoir restaurer, mais il faut pouvoir, c'est bien de pouvoir sauvegarder, pardon, de pouvoir restaurer, mais il faut quand même prévoir à l'avance. Et là, je vais en parler après, c'est prévoir à l'avance, donc pouvoir restaurer at scale, parce que c'est bien de faire une instant recovery d'une VM de temps en temps, mais si votre client il en a 50 qui se font en ransomware, est-ce que votre stockage il va supporter? Si oui, non, non, s'il ne supporte pas, c'est quoi les machines critiques à restaurer en premier? Voilà, c'est de se réfléchir là-dessus, parce que on design souvent les appliances pour faire de la sauvegarde, on les design pas pour faire de la restore. Et j'ai un petit slide à la fin sur plein de trucs sur la partie perf, mais il faut avoir ça en tête. Secure Restore, si vous ne savez pas ce que c'est, posez-vous la question. C'est la capacité d'avoir un antivirus qui passe au moment de la restauration pour vérifier, peut-être avec une nouvelle base de données antivirale, que ça va être capable que ça va pas avoir le virus dedans, et industrialiser ça avec des yes, no, si je trouve un virus, alors bah, je ne restaure pas. Voilà, on va industrialiser tout ça. Donc regardez si votre antivirus est compatible. Il y a tout un KB avec des fichiers XML, que l'antivirus est capable ou non de gérer. Et pensez à orchestrer votre DR, si c'est chez vous, si c'est chez le client, si c'est le client qui va chez vous. Voilà, c'est juste la partie orchestration. Et là, je vais vraiment rentrer un peu plus dans ce qu'il faut réfléchir. Est-ce que vous avez des questions déjà là-dessus? Est-ce qu'à distance, il y a des questions? Tout le monde est d'accord? Non, je me doute que normalement, vous êtes tous un peu d'accord, mais voilà, bah, l'intrusion avec suppression des sauvegardes, c'est justement la partie immuabilité. C'est important d'avoir un stockage immuable. Qui dit immuable, qui veut dire impossible de le supprimer. C'est le cas sur du Linux repository, Ardenel Linux repository. C'est le cas sur l'object storage avec l'immuabilité. C'est le cas avec du Cloud Connect Backup et l'insider protection. Côté client, on peut le supprimer, mais côté Cloud Connect, on ne peut pas. Ça ne supprime pas côté Cloud Connect, ça va dans une corbeille. C'est le cas avec de la tape, Worm. Enfin voilà, il y a plusieurs façons de faire de l'immuabilité. Faites ce que vous voulez, mais il faut au moins en avoir un. Ok, j'avance parce que je crois que ma phrase est un peu longue. Des informations de la part du support. Voilà, c'est des choses qu'ils voient eux régulièrement. Donc ça, je pensais que c'était très intéressant d'avoir un peu un reality check sur nous on vous dit de faire ça, le support lui ce qu'il voit en vrai et voilà comment il faudrait éviter de le faire. Donc la première chose c'est best line of defense to recover, c'est d'avoir des copies ultra résilientes. Le problème c'est qu'ils se rendent compte le support à chaque fois qu'il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas la 3-2-1. Voilà, c'est tout bête, hein, mais bon c'est juste pour rappel. Il y a pas le 3-2-1. Là pareil, c'est bien, vous avez chiffré vos sauvegardes, ok. Donc c'est bien, le reality check c'est encrypter vos sauvegardes. Le seul problème par exemple c'est vous avez perdu votre mot de passe d'encryption. Mais c'est pas, mais vraiment ça arrive. Voilà, vous allez vouloir restaurer un jour parce que votre VBR il marche pas, vos données elles étaient bien immuables dans un truc, vous avez avec votre clé de chiffrement. Le jour où vous remontez votre sauvegarde, vous avez perdu votre clé de chiffrement. Et ben voilà, enfin, c'est bête, hein, mais on peut pas le récupérer pour vous. D'accord. Et ça, vous avez beau avoir des trucs immuables, vous ne restaurez pas. Parce que vous avez chiffré vous-même vos sauvegardes et vous n'avez pas le password. Mais ça, c'est les cases au support, hein, quotidien. Posez-vous la question, où est-ce qu'ils sont stockés mes mots de passe? Est-ce que si toute ma prod elle tombe, est-ce que mon key manager il tombe avec? Et généralement, oui, il tombe avec. Comment? Ça a été mis sur un canal Teams que vous avez sauvegardé à 2 € par mois. Oui, très bien. Vous l'avez écrit en clair le mot de passe sur Teams, j'espère. Il y en a qui ont liké, tu payes encore plus cher. Voilà, et pareil, on aime bien, le problème c'est les performances au niveau de la restauration. C'est que au moment où vous avez besoin de faire énormément de restauration, et ben ça prend beaucoup plus longtemps que ce que vous avez prévenu.
Et en plus, du coup, bah, si ça prend beaucoup plus longtemps au moment de faire les restaurations, bah, vous allez par exemple faire sauter la partie Secure Restore. On va dire: «Oh Secure Restore, j'ai pas le temps, mon client il a besoin d'avoir le plus rapidement possible les données, mon stockage il est pas prévu pour restaurer toute l'infra du client. Il est prévu pour faire mes backups incrémentiels à 3 par jour, et le jour où je lui demande de faire des restos à 200 téra, et ben boum, on se rend compte que ça va prendre 3 semaines. Voilà, donc ça c'est juste des réflexions que le support et qu'il faut avoir en tête. On vous dit toujours de séparer vos accounts, les permissions. Bon, le support, il voit toujours des domaines admin, hein, je ne vais pas vous mentir. Ça, c'est l'histoire de la vie, hein, mais je pense que bon, maintenant, on workgroup, on va plutôt faire des choses comme ça, mais posez-vous la question. Tout ça, c'est juste des slides que vous pouvez garder après et peut-être faire un petit check comme ça chez vous si vous n'avez pas ce problème-là, pas ce problème-là, pas ce problème-là, pas ce problème-là. Pareil, on a besoin de faire un restore direct to cloud parce qu'on se dit: «OK, je sais que Vim permet de le faire, direct restore to AWS, direct restore to Azure, on est content» et cetera. Le gros problème, c'est qu'on n'a rien prévu. On n'a rien prévu, on sait juste que dans Vim, je peux faire un clic droit to Azure, on n'a pas de souscription Azure, on n'a pas créé de ressources groupe, on n'a pas créé de network, on n'a rien créé. Voilà, Azure, AWS ou GCP, c'est bien, on peut faire un direct restore dessus. Le problème, c'est que si on n'a pas urbanisé son data center, parce que c'est un nouveau data center avec un nouveau plan d'adressage, un nouveau truc, bah, il faut le prévoir à l'avance. Les comptes, le network, etc., ça se prévoit. Donc c'est bien, on essaie de faire du direct restore, mais on n'a rien pour faire marcher derrière. Et pareil, problème au niveau des restores, généralement, bah, voilà, on n'est pas forcément obligé de faire de la machine complète, il y a plein de scénarios de restauration différents, FLR, base de données. Chez les providers, c'est un peu plus complexe avec les séparations des réseaux. Mais dans des environnements dédiés ou des choses comme ça, bah, au moment où on essaye de faire autre chose qu'une full machine restore, par exemple, bah, on a des problèmes de permission, d'acompte, on n'a pas ce qu'il faut, les flux sont pas ouverts, voilà, ça n'a pas été testé. Pareil, on a un scénario de besoin de tester vos restaurations avant d'être vraiment confronté au problème. Dernière page, je crois, faire des tests sur backup, OK. Parce que c'est vraiment le but du jeu, c'est de tester vos restores avec Shore Backup de façon industrielle. C'est pas toujours évident, la partie réseau, de Shore Backup. C'est pas non plus toujours évident la partie infrastructure dédiée pour pouvoir redémarrer ces machines. Mais si vous le faites pas, et ben vous allez trouver qu'il y a un storage corruption et du coup votre VBM ou votre VBK, bah, il est corrompu, mais c'est pas Vim, c'est pas le ransomware, c'est votre stockage. Et alors normalement vous avez du 3-2-1 qui permet d'avoir les copies sur un autre site, mais du coup on va restaurer depuis un backup copy, du coup il y a toute une liaison entre les deux. Ça va peut-être beaucoup plus long que de restaurer depuis le backup primaire. Voilà, c'est toujours des choses. Ça c'est vraiment le support qui le voit tout le temps. Vous avez prévu de faire un disaster recovery, d'accord. Vous avez besoin d'un site de secours, vous avez tout prévu, vous avez un site de secours, c'est cool. Le problème, c'est qu'il va vous falloir un VBR de l'autre côté et il va vous falloir réimporter la configuration dessus généralement, d'accord. Et très très important, configurer votre backup de config Vim avec un password, d'accord, chiffrez-la, cryptez-la, parce que ça permet de contenir les passwords dedans. C'est tout bête, hein, on voit ça depuis longtemps, mais quand vous êtes sur votre VBR et que vous sauvegardez la config du VBR, d'accord, si vous n'activez pas l'encryption avec un mot de passe, qu'il faut retenir et mettre quelque part, parce que sinon le jour où on a besoin de faire son DR, le mot de passe personne ne l'a, le gars est parti en congé, voilà, c'est fini, vous ne pouvez pas restaurer votre VBR. Mais voilà, activez le chiffrement de la config, parce que quand vous activez le chiffrement de la config, ça inclut les passwords dedans. Et donc au moment où vous restaurerez sur votre DR avec votre nouveau VBR tout propre et ce nouveau fichier de config, et ben ça va intégrer les passwords de toute votre infra. Parce que sinon, il va falloir les faire à la main. Le password de votre vCenter, le password de votre repo, tous les services accounts, tout ça, à la main. Donc non, ça ne marchera pas. Le jour J, vous n'aurez pas tout ça sous la main. Voilà, donc chiffrez votre config, mettez-la sur le site de secours, souvenez-vous du mot de passe. Et pareil, monitorer le job activity. Ça, on va avoir peut-être un peu plus d'aide de Vim1, mais le problème, c'est qu'un attaquant, il rentre sur l'infra et il disable des jobs. C'est con, hein, mais il va vous disable vos jobs. Il a accès sur le VBR. Tout doucement, il vient disable des jobs. Et ce qui fait que pendant 3-4 jours, un week-end, tout ça, il n'y a plus de job qui tourne. Et si vous ne menacez pas votre job, vous prenez un ransomware, il chiffre tout, vous regardez vos sauvegardes, elles ont 3 semaines. Bon, on n'en est pas là normalement chez vous, hein, j'espère, très cher provider, mais les clients finaux potentiellement sur lesquels vous faites du managed services avec votre VSPC, bah, regardez l'état des jobs, trouvez des checks, de l'API, des trucs, des comme ça. Voilà. Malheureusement, c'est des attaques qui existent et il faut se poser la question comment on fait pour s'y. L'insider protection, c'est je externalise mes backups sur Cloud Connect Backup. Et si jamais je les supprime depuis mon VPR, elles restent dans une corbeille côté provider, qui peut me remettre à disposition. Mais si mon VPR, j'ai quelqu'un qui vient de disable des jobs, ça ne sauvegarde pas depuis 3 semaines,
sur la corbeille, il y aura des trucs depuis 3 semaines et bah, potentiellement, c'est douloureux 3 semaines, même 1 semaine, même 2 semaines, voilà, ça va juste dépendre et c'est pour ça que c'est pas mal de vérifier. Ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Bon, ça fait beaucoup d'infos, hein, mais c'est pas fini. Donc MFA partout, tout le temps. On va l'avoir en V12 enfin sur la console VBR. Je vais en reparler plus spécifiquement, mais ça veut dire que vous devez avoir un serveur de rebond. Parce que si vous connectez directement sur le serveur VBR pour lancer la console avec le MFA, vous avez rien compris. Parce que ça veut dire qu'on peut faire des accès WMI, on peut faire des accès RPC, on peut faire des accès PowerShell. Donc vraiment, si jamais vous voulez activer le MFA sur la console de la V12, il faut absolument que ce soit une console déportée sur un serveur de rebond, sur un bastion. Et j'en parlerai après, mais sur le serveur VBR, on coupe tout. On coupe le RDP, on coupe le WMI, on coupe le RPC, on coupe tout, pour vraiment, au minimum, avoir que la console avec le MFA qui se connecte, depuis un serveur de rebond sur la console vive. Tape librairie, bon, pareil, ça le problème, c'est bien, on aime bien faire de la tape. On parlait que c'était de l'immuabilité tout à l'heure. Bah, ce qu'on voit, c'est que, bah, on les laisse en fait, hein. On les laisse dans le tiroir, hein, on est content, on a la flemme d'aller sortir son tiroir de tape. Ça reste dedans, bah, écoute, le hacker, il fait clic droit, il fait delete toutes les tapes, hein. On est bien content d'avoir fait de l'immuabilité sur tape, mais si on les sort jamais, bah, elles sont supprimées comme tout le reste. Donc c'est pas immuable. On peut activer du worm du coup. Activer le worm ou au moins sortez les tapes de temps en temps. Enfin voilà, c'est vraiment l'idée de la tape, c'est bien, mais il faut quand même s'en servir. Et prioriser, c'est vraiment important. C'est quoi aujourd'hui, si jamais vos infra clients tombent, si jamais votre infra elle tombe, qu'est-ce qu'il faut redémarrer en premier? Si vous n'avez pas un plan déjà clair avec un Word, un PowerPoint, ce que vous voulez, qui décrit qu'est-ce qu'il faut démarrer dans l'ordre, ne serait-ce que les machines virtuelles de votre environnement, votre AD, vos bases de données, vos applicatifs, juste avoir un schéma clair des applis qui tournent, de nom des VM, ce que vous voulez, et ben le jour où ça va arriver, ben, vous ne saurez pas quoi faire. Puis vous allez faire des réunions de crise et puis ça va être réunion sur réunion sur réunion sur réunion avant de commencer à restaurer 4 machines qui font 4 Tera, votre stockage il marche plus, quelqu'un a perdu le password. Enfin voilà, vraiment vous allez vous mettre, j'essaie juste de vous prévenir parce que ça arrive toutes les semaines, on le voit avec Laurent toutes les semaines. Malheureusement, il y a quelqu'un qui se prend sur une infra client, donc ça va, c'est que du IaaS, il y a 10 machines à restaurer. Des infras un peu plus grosses, voilà, c'est vraiment des malheureusement, prenez du temps pour imaginer le pire. On parle de ransomware, mais ça marche aussi sur, un désastre, hein. Un feu, de l'eau, une coupure électrique, cet hiver, ça peut être plein de trucs, hein. Donc voilà, ça c'était la partie, j'espère que j'ai fini. J'ai fini! C'était la partie j'ai pas fini la session, mais j'ai fini au moins la partie, de ce que voyait un peu le support et donc voilà, on en reparle encore tout à l'heure. Ultra Resilient Media, d'accord. Film Ready Object, on peut trouver tous ceux qui sont immuables. Les tapes sur Worm, d'accord. Les GLT aussi, c'est pas mal. Worm Storage Snapshot. Il y a des softs, je crois que du NetApp ou d'autres qui font des snapshots qui sont au moins Worm, qui sont non réécrivables, immuables. C'est toujours une bonne sécurité, c'est clair. Euh, je sais plus ce que ça veut dire, une copie avec 4 yeux. Je crois qu'il y a voilà, vous regarderez sur Google. Et du coup, ensuite, derrière, il y a la partie Insider Protection de Cloud Connect, il y a les Hardenet Link Repository, il y a tout ce qui est AirGap, pauvre disque dur XUSB qu'on débranche, mais au moins il est AirGap. Voilà, et attention, bah, la réplication ou le storage snapshot répliqué, bon bah voilà, le problème c'est que si on supprime la source, ça supprime la destination. Donc soyez très vigilants. La partie réplication et storage snapshot non immuable, ce n'est pas une sécurité en soi. Un attaquant, il va supprimer, un attaquant, il va altérer les données, ça va altérer aussi de l'autre côté. Voilà, ça c'est vraiment pas, mais vous avez un peu une idée de toute la partie résilience qu'il faut mettre en place, et ça marche pour quelle que soit la taille de l'environnement. Maintenant, comment résoudre ce problème de ransomware? D'accord? On se dit: «Allez, c'est quoi les risques? C'est pas chez moi, c'est les autres». Hein, vraiment. On va jouer à la roulette russe, on va dire: «Bon, ça arrive pas trop à moi, j'ai pas besoin de me poser la question. Moi, j'ai une toute petite boîte, ça ne fait rien, où je gère des petits clients qui ont pas de problème» et cetera et donc on peut faire un peu la roulette russe. Soit on se dit: «Bon, bah, j'ai une chance sur 2, de toute façon, je joue les rouges ou les noirs» ou alors, même c'est 2,7 de chance de tomber sur, juste ce soit soi. Donc déjà, juste sur la roulette, on a plus de chances de gagner à la roulette on a moins de chances de gagner à la roulette que de prendre un ransomware. Parce qu'il y a le problème de feu, les problèmes de tornade, le problème de ransomware. Il y a plein en fait, de désastres. On parle que de ransomware, mais ça va beaucoup plus large. Du coup, je vais vous poser une question.
Voilà, l'idée c'est que vous avez 50% de chances de prendre un ransomware contre 2,7% de chances d'avoir un désastre. Donc le ransomware aujourd'hui, c'est pour ça qu'on en parle tout le temps et que vous voyez ça toutes les semaines et tout le temps. C'est que vous savez très bien que vous jouez rouge, 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 et après vous passez sur noir, 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 noir. Bref, ça c'est la technique pour gagner la roulette. Et ben le problème c'est que voilà, vous allez forcément vous prendre un ransomware. Est-ce que vous êtes capable de prédire un désastre? Est-ce que vous n'êtes pas capable de prédire un ransomware? Le désastre, on n'est pas capable de le prédire. On n'a que 2,7% de le voir. Le ransomware, on est capable de le prédire parce qu'on sait qu'on va en avoir en fait. C'est ça un peu l'idée. Et donc il y a eu une petite question qui a été posée sur les 12 derniers mois à 1880 personnes, avec notamment tous ces gens-là qui ont subi des attaques ransomware, qui ont souffert, alors pas forcément qui a directement impacté la production, pas forcément qui a impacté quelque chose, mais au moins ils ont vu une tentative d'attaque ransomware. Il y en a 24% qui ont dit qu'ils n'en ont jamais eu. Est-ce que vous savez ce qui se passe avec les 24%? Eh bien les 24%, ils sont juste pas conscients. En fait, ils ont juste rien comme outil qui permet de voir s'ils sont attaqués ou pas. C'est juste ça, il faut vraiment se poser la question. Il y a 24% des gens qui se font attaquer en continu, parce qu'il suffit d'avoir une IP publique sur Internet pour se prendre un nombre de tentatives d'intrusion énorme. Et donc les 24% qui sont là, ils sont juste pas conscients que tous les jours, ils se prennent des attaques. Et que tous les jours, heureusement, ils ont ne serait-ce qu'un firewall qui bloque les ports pour bloquer ça. Donc clairement, soyez pas comme les 24% qui disent que ça n'arrive qu'aux autres et que ça n'arrive pas chez moi. Vous êtes attaqué en permanence, ne serait-ce qu'une IP publique, ça suffit, et malheureusement, on a vu dernièrement, il suffit que ce soit mal configuré sur une IP publique avec le mauvais port et un petit dictionnaire de mots de passe et ça rentre en à peine 2 semaines. Malgré la complexité du mot de passe, aujourd'hui les dictionnaires, ça va très très vite. Donc si vous n'êtes pas capable de voir qu'il y a des accès non identifiés sur un RDP qui est publié sur Internet, si vous n'êtes pas capable de voir que il y a ce genre de choses qui sont publiées sur Internet, vous faites partie des 24% qui ne se rendent pas compte que vous êtes attaqué en permanence et que vous n'avez pas les outils pour voir cette attaque arriver. Donc il y a un rapport 2022 qui est sorti, qui vous dit, comme je le disais sur LinkedIn, qui vous dit qu'il faut sauvegarder. Voilà. Oui. D'accord. Donc on nous dit en salle que dans le rapport 2021, il y a beaucoup, 80% à peu près de gens, quand ils se sont fait attaquer, qui ont essayé d'attaquer les sauvegardes, et dans 68% des cas, ils ont réussi à attaquer la sauvegarde. Donc il y a 60, ça fait quand même un bon paquet, sur 1000 personnes interrogées au total, ça fait un bon paquet de gens qui se font attaquer les sauvegardes. Mais clairement, il n'y a pas de miracle. C'est un des trucs qui va être attaqué en priorité, c'est vos sauvegardes. D'accord? Et donc comment restaurer? On va se poser la question, combien de temps ça dure? Où est-ce que je le fais? Et ça, pour le coup, c'est pas une blague, parce que ce qui va se passer, c'est que combien de temps vous allez devoir restaurer? Posez-vous la question. Déjà vous, en termes de business, combien de temps vous allez devoir restaurer? Et où est-ce que vous allez devoir restaurer? Qui va le faire? Qui va le faire le jour où ça merde? Hein, c'est qui? C'est Alex? Hein, c'est qui? C'est toi, Franck? Non, Franck, toi tu. Hein, c'est qui? Voilà, il faut se poser la question. Du coup, est-ce que c'est automatique? Est-ce que c'est où est-ce que je vais le faire? Combien de temps ça va prendre? Et surtout, où? Et j'ai envie de vous dire où, mais c'est pas une blague, parce que là, quand vous regardez les Rex des hôpitaux, quand vous regardez les Rex des organisations publiques qui publient des choses sur comment restaurer, où est-ce qu'ils ont restauré, ils se font ransomware. Annecy, gendarmerie, tout ça, en fonction de qui est attaqué, ça dépend des juridictions. Et à ce moment-là, euh, eh ben, scellé. Ils mettent sous scellé vos serveurs parce qu'ils ont besoin d'analyser de ce que ça vient. Vous verrez la faille, j'en parlerai un peu après. Et quand ils viennent mettre sous scellé vos serveurs et que vous n'avez plus vos serveurs, eh ben, il faut restaurer ailleurs. Où est-ce que vous allez restaurer? Dans le cloud que vous n'avez pas configuré? Ou est-ce que vous allez restaurer sur des machines d'un autre site, mais du coup, il faut avoir un autre site de prévu? Voilà, imaginez votre prod, elle se fait ransomware, vous n'avez plus accès, vous n'avez plus la main, et ils vous le prennent, ça prend une semaine ou deux. Hein. Et donc, ils vont loquer tout votre prod qui est ransomware, et vous n'allez pas pouvoir restaurer une place. Il va falloir restaurer sur un autre site. Il va falloir restaurer sur un autre environnement. Et vous allez certainement pas restaurer avec un truc, généralement les serveurs qui sont branchés sur le même switch. D'accord? Voilà, c'est juste, malheureusement, on n'est pas préparé tant qu'on n'a pas vraiment élucidé toutes ces problématiques-là. Et je suis désolé de vous faire peur, mais c'est la réalité de ce qu'on voit toutes les semaines. Donc, les 48 premières heures sont cruciales au moment où vous avez une attaque ransomware. D'accord? Vous allez devoir avoir un expert au téléphone. D'accord? Parce que vous devriez déjà avoir dans vos téléphones le numéro de l'ANSSI. Parce que l'ANSSI, vous devez obligatoirement la contacter quand vous avez un attaque ransomware. Et aujourd'hui, si vous n'avez même pas ça dans un PowerPoint avec la marche à suivre, un truc par mail, n'importe quoi, déjà c'est galère. Si vous avez un service de téléphone chez vous qui est hébergé chez vous, il n'y a plus de téléphone. Hein.
D'accord, donc vous pouvez plus vous appeler. Si votre boîte mail c'est un Exchange on-premise, bah, vous pouvez plus vous envoyer de mail. Donc déjà, il faut avoir des moyens alternatifs de pouvoir continuer à communiquer. Ça passe généralement par du Gmail. Les hôpitaux, ça passait par des Gmail, par des trucs perso, par des numéros perso, parce qu'il n'y avait plus de moyens de communiquer. Donc 48 heures, c'est important. Il faut réussir à avoir quelqu'un, soit vous, soit normalement un expert en cybersécu, soit quelqu'un de l'ANSSI, etc. pour travailler. Parce qu'ils vont devoir regarder c'est quoi le problème, d'accord. Ils vont vérifier que vous avez donc contacté tout le monde, contacter potentiellement votre backup vendor, ça c'est important parce que c'est nous, d'accord. Donc faut pas hésiter à nous contacter Laurent et moi, juste pour déjà nous prévenir que vous avez un attaque ransomware. C'est toujours, on peut voir comment on peut vous aider, comment on peut accélérer quelque chose, parce que derrière, vous pouvez ouvrir un case de support forcément. Et là, très important, que vous mettre dans le titre du case de support ransomware. Le titre du case, c'est ransomware. Mais pareil, pour voir un case, il faut que la personne ait les droits sur my.vim.com. My.vim.com, j'espère que vous avez tous accès pour ouvrir des cases. Parce que si vous n'en avez pas, c'est pas le jour où vous avez un ransomware pour ouvrir un case que vous allez pouvoir y aller. Donc pareil, être sûr que backup vendor, que ce soit Vim ou un autre, vous ayez les droits, que les bonnes personnes ont les accès pour pouvoir ouvrir des cases. Et potentiellement, bah, il y a des partenaires privilégiés qui ont des contacts chez SCC, chez d'autres boîtes qui sont spécialisées en cybersécu pour ces trucs-là. Dans les hôpitaux, les computer centers, ils font appeler à ces grosses boîtes qui sont là vraiment, qui ont l'habitude et qui viennent juste en urgence pour régler. Bah voilà, commencez déjà à poser la question, est-ce que vous êtes capable d'absorber cette charge tout seul? Est-ce que c'est quand même pas mal d'avoir un petit numéro sur le côté, etc. Oui, ouais, cybermalveillance.gouv. Voilà, il y a une plateforme cool, ça s'appelle comment? Cybermalveillance.gouv.fr, déjà il faut connaître. Voilà, bah, si vous inscrivez dessus et que vous déclarez un incident, ça va vous mettre en relation avec des gens compétents pour essayer de résoudre l'incident. Et donc quand vous ouvrez un case, vous mettez ransomware, et à partir du moment où vous mettez ransomware, et ben vous aurez la SWAT team chez nous. C'est une équipe spécialisée côté support qui est là pour vous résoudre le problème, qui ne fait que du ransomware, qui ne gère que ça, qui sera là pour vous aider à vérifier si les métadatas sont cryptés, parce que généralement les VBK sont trop gros, ils vont juste crypter quelques fichiers de l'entête, et si c'est que l'entête, ils sont capables de le recréer. Bref, ils ont des trucs côté SWAT team pour vous aider à restaurer et pour être là avec vous. Mais voilà, les 48 premières heures sont cruciales. Et ne paniquez pas, parce qu'il n'y a plus de PQ. Très important, les 4 premières choses à faire si jamais vous subissez une attaque, et ça je vous le dis parce que c'est dans le caout, vous aurez, c'est important de disable votre internet access, d'accord? Mais c'est con, mais il faut couper votre connexion internet, d'accord? Disable le peer connection, si vous avez des MPLS, des VPN Stacit, des AD connexions sur Azure, coupez tout, d'accord? Enlevez carrément les câbles réseau. Enfin, clairement, c'est les recommandations d'ANSSI, etc. C'est si jamais ça peut sauver quelques serveurs dans votre ferme, débrancher intervention en data center, débrancher. Ça s'est déconnecté, pardon. Donc débranchez les câbles et surtout n'éteignez pas vos serveurs. N'éteignez pas vos serveurs parce que au moment où vous les redémarrez, ça relance les ransomware. Au moment où vous les redémarrez, ça peut supprimer le ransomware et les gens qui vont travailler dans le forensic pour essayer de voir qu'est-ce qui est impacté, qu'est-ce qui est touché, où est-ce que c'est quoi comme type de malware ou de ransomware. Il ne faut surtout pas éteindre vos serveurs. C'est pour ça qu'on vous recommande de débrancher les câbles. Allez en hydrac, faites ce que vous voulez, débranchez tout physiquement, mais surtout n'éteignez pas vos serveurs. D'accord? Ça, c'est vraiment des experts en cybersécu qui vous le diront. On aura tendance de dire ah, ça marche pas, c'est bizarre, je reboot. C'est pire que tout. Ça va encore plus se propager. Au moment du boot, il peut encore élever les privilèges. Enfin bon. Donc voilà, n'éteignez pas vos serveurs, débranchez vos câbles et débranchez tout en fait sur le réseau. Donc ensuite, ils aillent one by one chercher les serveurs, regarder c'est quoi le problème côté forensic. Mais du coup, au moment où vous faites tout ça, bah, vous vous rendez compte que votre prod, vous pouvez pas vous en servir, hein. Malheureusement, vous ne pouvez pas m'en servir. Et donc, vous pouvez potentiellement essayer d'aller restaurer sur un site secondaire, mais il faut avoir un site secondaire, un site de DRP sur lequel vous aurez copié la connexion avec le site principal qui est attaqué. Enfin, voilà, c'est une grosse réflexion, mais retenez bien au moins de ne pas éteindre vos serveurs. C'est des experts en cybersécu qui nous ont dit vraiment que c'est super important. Voilà, et ayez un site de sécurité off-site. Et à ce moment-là, bah, regardez, c'est une petite checklist, des trucs qui vous permettra de garder sur le site de secours. D'accord, donc c'est déjà que votre PDF, votre Word, votre PowerPoint, bah, il soit sur le site de secours, parce que si jamais il est sur le site principal et qu'il tombe, bah, c'est mort. Donc voilà, vos licences, si vous avez besoin d'importer vos licences dans un nouveau serveur VBR, dans un nouveau serveur vSphere, j'en sais rien, bah, vous fichez licences sur le site de secours tous les contacts, parce que potentiellement, il faut pouvoir contacter et que n'importe qui puisse le faire. Prévoir peut-être les fichiers, les installs déjà, si vous avez besoin de réinstaller des trucs.
vos key pass et autres trucs sur le site de secours aussi, hein, d'avoir des backups immuables sur le site de secours et d'avoir aussi vos certificats et vos clés. Parce que c'est pareil, si votre serveur de fichier avec tous vos clés, vos trucs, il brûle avec la prod ou les ransomware, il faut tous vos certificats pour faire fonctionner toute votre infra et vos clés qui vont avec ces certificats, il faut que ce soit sur le site de secours. Voilà, c'est une petite checklist de tout ce que vous devez sécuriser hors site pour pouvoir espérer repartir dans les meilleures conditions. Ça va? J'espère que c'est utile un peu comme session. Je pense que ça fait beaucoup de choses malheureusement à prévoir, mais il faut se poser. Je pense qu'avec ces slides qu'on vous mettra à dispo, puis l'enregistrement, il faudra pas repartir dessus, puis se dire voilà, est-ce que vraiment je fais ma checklist de tout ça à côté? Est-ce que moi aussi, quand je vais proposer à mon client de faire des PRA, est-ce que voilà, il faut que je lui dise qu'il faut qu'il prévoit tout ça? Je pense que c'est malheureusement le devoir de tous de sensibiliser les providers, les clients, les infogérants, les providers de tout le monde. Enfin voilà, c'est important. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, et le backup, c'est la target numéro 1. D'accord? C'est vraiment le truc que l'attaquant va aller supprimer en premier potentiellement. Comment? Et Vim encore plus parce qu'aujourd'hui, on a une grosse part de marché, je crois, qui est plus de 20% en France. Ça a pas l'air énorme, mais ça reste premier en Europe avec 20% parce que le marché est assez éclaté. Mais forcément, c'est la rançon de la gloire, c'est d'être connu et donc les attaquants connaissent Vim et donc voilà, c'est le backup et le première target. Et donc il va y avoir 2 scénarios. Premier scénario, c'est le backup serveur. D'accord? Facile, on va attaquer le backup serveur directement. Deuxième scénario, on va attaquer le repository. Donc c'est les 2 éléments de votre infrastructure qu'il faut impérativement protéger, le repository plus que l'autre. Mais voilà, c'est les 2 qui sont potentiellement attaqués lors d'une attaque. Et je vais pas tout lire parce que c'est assez lourd, mais j'ai trouvé que la presse, c'est pas moi qui l'ai fait, hein. J'ai trouvé que la presse, elle était, n'applaudissez pas, c'est pas moi. J'ai trouvé que la presse était plutôt pas mal faite. Et du coup, ça vous liste juste un peu tous les différents composants que vous allez avoir dans l'infra, d'accord? Donc ça va partir côté gauche, physical, d'accord? Donc pareil, il faut pas que les gens puissent atteindre votre data center. Faut pas que les gens faut pouvoir avoir des caméras de surveillance pour voir si quelqu'un intègre votre data center. Et après, on part sur la partie basse, côté hardware, d'avoir du zone management, d'avoir des networks back-end, d'avoir du domaine en Kerberos si vous en avez, d'avoir des traffic firewall. Puis on monte de couches à chaque fois. Le hardware, c'est UEFI, Secure Boot, comment ça s'appelle, des puces TPM et des trucs comme ça. On continue après, côté hyperviseur et operating system, c'est d'avoir tout toujours à jour. Pareil, côté infra, on continue avec IPMI, Hydra, ça peut être des vecteurs d'attaque si jamais on les a pas sécurisés. Le principe de l'est privilège. Et après, on continue avec la VM sécurité, puis après la segmentation réseau. Voilà, c'est juste côté backup serveur. Généralement, soit ils tournent un serveur physique, mais du coup, vous arrêtez la partie operating system hardware, plus la place, c'est déjà pas mal. Ça vous fait une petite liste hein, à garder à la maison. Mais si jamais en plus elle est en virtuel, vous vous rendez compte qu'il y a toutes ces couches-là à prendre en compte dans la sécurisation de votre serveur VBR. Et c'est pour ça qu'on dit que, par exemple, avoir juste le MFA sur le serveur VBR, bon, c'était bien pour cocher la case dans un appel d'offres. Mais malheureusement, c'est pas le pauvre MFA de la console VBR qui va vous empêcher de vous faire poutrer toute votre infra, quoi. C'est vraiment toute une réflexion à avoir. Donc je pense que c'est bien. Ça vous fait des petites, encore plus de checklists à, à regarder quand vous rentrez chez vous, voir si tout est OK. Est-ce qu'on a des petites questions à distance ou j'ai endormi tout le monde? En tout cas, ici, vous dormez? Ouais, parce qu'avec la petite lumière, on va s'endormir. Peut-être qu'on peut rallumer la lumière. Je sais pas si on a la, ou alors on reste dans le noir. Mais... Ah ah! J'ai aucune idée d'où est l'interrupteur. S'il y en a un. Ou il y a une télécommande là-bas. Parce qu'il y avait un truc là, mais. Non. Non, sinon, j'en ai aucune idée. Tiens, sinon tu peux. Je crois que il y avait le chat Discord pour leur demander sur le truc. Je sais pas, il y a le mec de. Ouais, normalement, tu peux leur parler ici. Le XDR, le MDR, tout ça là? Non, moi je pourrais pas vous faire de presse là-dessus. Je pourrais pas vous faire de presse là-dessus. Oui. Non, le role-based access control, ça va être même sur le vSphere, ça va être sur le Windows.
Non, là, toujours pas dans le VBR, il est basé sur des groupes AD et du coup, tu as envie de mourir. Mais du coup et voilà, vraiment sur le VBR en lui-même, ça c'est vraiment nous, sur lequel moi, avec vous, je peux essayer d'avoir un impact. C'est, d'avoir la console déportée sur un serveur de management distant, d'avoir quand même les bonnes personnes qui ont les bons rôles. Vous pouvez carrément remove le groupe administrateur pour éviter qu'il y ait des soucis du compte local. Il y a la V12 qui va permettre d'avoir le MFA plus l'auto log off, encrypter votre job, encrypter votre config, enlever le RDP, enlever le remote trace services. Voilà, pour éteindre la machine. Elle peut marcher très bien après. Alors, pour la petite histoire, si jamais on me pose la question, aujourd'hui c'est une réflexion qui se fait chez nous au niveau du PM stratégique de passer l'appliance en Linux. Mais il y a 12 ans de développement derrière, 15 ans même maintenant, de développement de VBR qui sont basés sur du .NET Framework. Et du coup, pour passer sur du Linux, il faut du .NET Core. Et donc, il faut refactoriser tout ton code historique pour qu'il soit compatible .NET Core, qui est Linux. Mais ta grosse tête devant depuis tout à l'heure. Et du coup, ça permet d'avoir l'appliance, d'avoir le VBR sous Linux. Ce sera vraiment quand ils auront refactorisé tout le code pour du .NET Core. Et le problème, c'est que la ressource que tu mets à refactoriser ton code sur ton appliance Linux, eh ben, tu perds en nouvelles features sur la V12 par exemple. Donc il y a un choix comme ça qui est fait à quand même continuer à apporter des nouveautés et potentiellement à continuer à refactoriser tout doucement le code derrière pour passer après sur toutes les nouvelles features sont avec du .NET Core. Et maintenant, il y a toutes les anciennes features qu'il faut passer en .NET Core aussi. On passe à Postgre tout doucement, tu vois, enfin ça réduira les coûts de licence SQL Server. Mais voilà la réponse pour laquelle, pour l'instant, le VBR n'est pas encore sur Linux. Et c'est la même chose pour tous les composants qu'on déploie. Un proxy, ils ont dû redévelopper tout pour que ce soit .NET Core Linux. Les gateways du Cloud Connect, tout ça, ça va prendre du temps. À chaque fois, il faut qu'ils refactorisent. Et en fonction du gain qu'on a, est-ce que ça va vraiment permettre à Vim de vendre plus versus l'intégration objet, l'intégration NAS, l'intégration truc. Voilà, c'est juste. Et donc un PM, on lui demande de. Enfin, Vim, c'est quand même une boîte qui doit faire de l'argent. Et du coup, entre faire de l'argent et mettre la planète sur Linux, le temps de dev, je crois qu'il est trop élevé. Voilà, c'est la réponse. Linux, il faut aussi le sécuriser correctement pour que ça marche bien. Il y a aussi des best practices. C'est plus facile, on va dire. Il n'y a pas ces problèmes de groupe administrateur, d'Active Directory, mais tu as d'autres problèmes de compte. Et le Linux aujourd'hui est tellement déployé qu'il est aussi très, très. On voit dès qu'il y a une 0D sur Linux, la terre entière est en PLS. Ouais, oui. Ils ont. Oui, oui. Parce que tout le monde n'est pas admin Linux. Un admin Linux sur le marché, ça coûte plus cher qu'un admin Windows. Et du coup, ce que tu gagnes parfois en licence Windows en passant à Linux, tu le perds parce que ton admin Linux coûte plus cher. Donc en fait, c'est juste d'avoir le choix. Ça fait beaucoup plus de dev d'avoir le choix. C'est pour ça que le contrôle qualité est de plus en plus lent. Le contrôle qualité, plus tu as de trucs à intégrer, plus c'est dur. Voilà, petite checklist pour la partie VBR. La même chose sur la partie repository. Vous allez avoir votre hardware, votre operating system dessus, vos données qui sont stockées dessus. Voilà, le physical, partie physique, partie segmentation réseau, activer le hardware security physique. Si c'est du Windows, un BitLocker, patcher votre operating system, vérifier que votre serveur, parce que pareil, si c'est du Windows, il y a des systèmes tiers de MFA sur Windows. Hein. D'accord. Nous, on ne va pas faire du MFA Windows, mais il y a Windows, il y a des solutions tiers qui font du MFA sur Windows. Et nous, là où on intervient, c'est vraiment juste la partie repository, avec être sûr d'avoir les best practices d'appliquer sur la partie NAS, data domain, ce que vous avez, quoi. Immutabilité, hardened repository, pareil que la partie domaine que VBR, isoler ça en mode zéro trust, off-site, immuable, copie, tout ça, blablabla. Voilà, c'est juste une checklist pour vous dire que toujours pareil, nous on intervient là, on peut s'amuser à faire des clics droits et configurer des trucs ici, mais il faut quand même que vous ayez toujours ça en tête à côté. Allez, c'est parti. Oui, la question est non, la réponse, mais pardon, la réponse est non. Donc aujourd'hui, si vous avez un repository Linux immuable, il ne fait que repository immuable, malheureusement. Et donc ça veut dire que un tape server, par exemple, qu'on voudrait brancher, on ne pourra pas le brancher sur un serveur physique.
C'est une contrainte parce qu'il faut être root pour accéder au type server et Vim n'est pas root du serveur repository. Donc voilà, le problème c'est celui-ci. Il n'y a personne qui a répondu, ce qui fait noir quand même. Hein. Ok, cool. Donc voilà, malheureusement, si jamais vous avez de l'infrac du tape, bah c'est chiant, il faut un autre serveur qui permettrait d'avoir du tape à côté. Parce qu'on ne peut pas l'avoir sur l'Ardenet Linux Repository. Pareil, le rôle proxy, bah ça ne pourra pas être sur le repository Linux immuable. Vraiment, parce qu'on n'est pas root du serveur, du coup on ne peut faire que repository Linux immuable. Donc en design, c'est un peu plus compliqué, mais bon, c'est la sécurité. C'est toujours plus compliqué. Merci. Mais du coup, c'était bien une télécommande. Hein. C'était bien une télécommande, mais celle-là... Ouais, non, ça va, il y a une lumière dessus quand même. Ok, donc si jamais vous respectez les best practices, eh ben, vous aurez le droit d'avoir cette pièce, d'accord? Je vous donnerai cette pièce, virtuelle bien sûr. Je vous donnerai cette pièce virtuelle. Donc voilà, en NFT bien sûr, c'est une vie supplémentaire qui vous permettra de continuer à faire prospérer votre contrat VRA pour nous rapporter un maximum de points. Et du coup, voilà, c'est très important de respecter toutes les best practices. J'espère que ça vous sera utile un peu ce rappel à l'ordre, enfin, pas un rappel à l'ordre, hein, mais bon, ce petit rappel malheureusement de toutes les contraintes de sécurité que vous êtes obligé de faire et que nous n'est qu'un petite brique de software avec la partie immuable pour éviter d'avoir des suppressions et qu'il y a tout un panel beaucoup plus large de trucs à prendre en compte pour pouvoir sécuriser son infrastructure.